Le monde était mort. La tempête de feu avait consumé les grandes forêts, et le long hiver sombre avait réduit les géants au silence par la faim. Sur une planète de cendres et de fantômes, enveloppée dans un crépuscule noir et glacial, seuls les plus petits et les plus résistants avaient survécu. Mais la survie n'est pas la vie. C'est simplement une pause avant la fin définitive. Comment une planète, totalement brisée et stérilisée, revient-elle à la vie? Comment une seule créature terrifiée, blottie dans l'obscurité, devient-elle l'ancêtre d'un nouveau monde? Ce n'est pas une histoire de mort. C'est une histoire de la renaissance la plus impossible de l'histoire de la Terre. Si vous utilisez ces histoires pour vous endormir, c'est littéralement pour ça que je les fais. Les récits épiques de survie sont les histoires les plus puissantes de toutes. Alors, abonnez-vous peut-être, et dites-moi où vous êtes et quelle heure il est. Je lis les commentaires, et c'est un rappel de la tribu mondiale que nous sommes devenus. Maintenant, avant d'assister au premier lever de soleil dans un monde qui a été sombre pendant des années, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Le tueur des dinosaures n'était pas l'astéroïde lui-même, mais l'obscurité qui a suivi. Un linceul colossal de suie et de poussière, projeté dans la stratosphère, avait bloqué le soleil. Mais ce linceul n'était pas permanent. Les lois de la physique qui avaient créé la longue nuit seraient aussi celles qui y mettraient en fin. Dans l'air raréfié de la haute atmosphère, les minuscules particules de suie ont commencé à s'agglutiner. Elles sont devenues plus lourdes. Et lentement, implacablement, la gravité a commencé à les ramener sur Terre. Pendant des années, ce processus a été d'une lenteur atroce. Le monde est resté enfermé dans un crépuscule glacial et perpétuel. Mais le voile s'amincissait, molécule par molécule. La grande couverture noire de la Terre commençait à s'user. Après plusieurs années, les premiers rayons de soleil ont commencé à percer la pénombre. Ce n'aurait pas été une aube soudaine et glorieuse. Cela aurait été un réveil lent, fantomatique et surréaliste. La première lumière à atteindre la surface aurait été d'un rouge profond et brumeux, filtré par la poussière atmosphérique restante. Le ciel serait apparu comme un crépuscule permanent et menaçant, projetant de longues ombres étranges sur le paysage gris et cendreux. Pour la vie qui avait enduré l'obscurité, cette nouvelle lumière était une promesse. C'était le signal que la grande extinction était terminée et que la grande renaissance était sur le point de commencer. Pour comprendre ce que ce moment a représenté, nous devons rencontrer les enfants de l'Apocalypse. Imaginez ceci. Au fond d'un terrier, sous les racines squelettiques d'un séquoia calciné, une nouvelle vie commence. Nous l'appellerons Swift. C'est une lointaine descendante de Scurry, le survivant de la tempête de feu. Mais c'est une créature d'un monde différent. Elle est sélénée dans l'obscurité. Toute sa réalité était l'odeur familière et musquée du terrier et le crépuscule terrifiant, froid et sombre du monde extérieur. Ses grands yeux noirs sont parfaitement adaptés pour voir dans une obscurité quasi totale. Elle n'a jamais senti la chaleur d'un rayon de soleil. Elle n'a aucune idée de ce qu'est un ciel bleu. Son monde est une peinture monochrome de cendres grises et d'arbres squelettiques noirs. Sa vie, comme celle de ses ancêtres, est une routine sinistre. Sortir du terrier dans la pénombre glaciale, creuser frénétiquement dans les cendres à la recherche des quelques insectes gelés ou des graines dormantes qui peuvent alimenter son petit corps à sang chaud. Et surtout, écouter. Écoutez le moindre son des autres survivants affamés qui rôdent dans ce monde mort. Pour Swift, la survie est une anxiété constante et lancinante, une vie vécue au bord même de l'oubli. Un cycle, elle sort de son terrier, et quelque chose est différent. L'obscurité n'est pas aussi absolue. Il y a une nouvelle qualité étrange dans l'air, une faible lueur rougeâtre,
illumine l'horizon oriental, une couleur qu'elle n'a jamais vue auparavant. Son premier instinct, un instinct transmis de génération en génération depuis le traumatisme de la tempête de feu, est la terreur. La lumière, c'est le feu. La lumière, c'est la mort. Elle se précipite dans la sécurité de son terrier, le cœur battant, émettant un petit cri d'avertissement à sa famille. Mais la lumière n'apporte pas de chaleur torride. Et le cycle suivant, elle revient, un peu plus brillante, un peu moins rouge. La curiosité, le grand moteur de l'évolution des mammifères, commence à lutter contre sa peur héritée. Un cycle, elle ne fuit pas. Elle grimpe au sommet d'un petit monticule de cendres, un point culminant dans son monde gris et plat, et elle regarde. Elle regarde l'horizon commencer à saigner d'une couleur d'une beauté impossible. Un rouge profond, s'adoucissant en un orange brillant, puis en un jaune pâle et plein d'espoir. C'est le premier lever de soleil que son monde ait vu depuis des années. Une nouvelle sensation touche sa fourrure. Ce n'est pas le froid mordant du vent, c'est une chaleur douce et pénétrante. Elle n'a jamais rien senti de tel. C'est une sensation d'énergie pure et sans mélange. Elle ferme les yeux, levant son petit visage vers le disque faible et brumeux qui est apparu dans le ciel, et pendant un instant, le frisson frénétique et constant de son corps s'apaise. Elle ressent un sentiment de paix, de sécurité, qu'elle n'a jamais connu. Le soleil était revenu. Elle se hâte de retourner vers sa famille, l'esprit bouleversé par cette nouvelle réalité. Elle les fait sortir. Ses propres enfants, nés et élevés dans l'obscurité absolue, sont terrifiés par la nouvelle lumière. Ils clignent de leurs grands yeux sensibles et essaient de se retirer. Mais Swift les pousse doucement vers l'avant. Elle veut qu'ils voient elle veut qu'ils sentent la chaleur. La petite famille de mammifères se blottit à l'entrée de leur terrier, leurs petits corps poilus projetant de longues ombres étranges pour la première fois de leur vie. La nouvelle lumière révèle le monde pour ce qu'il est vraiment. Un cimetière, une planète de fantômes. Mais ce n'est plus un monde d'obscurité, c'est un monde de possibilités. La première aube du nouvel âge, le Cénozoïque, l'âge des mammifères, était arrivée. La scène était éclairée. Elle attendait maintenant que les acteurs reviennent. La première aube du nouvel âge était arrivée. La scène était éclairée, révélant un cimetière planétaire. Mais la lumière du soleil, même faible et brumeuse, était une promesse. C'était une injection d'énergie dans un système qui avait été affamé pendant des années. Pour les survivants, ce n'était pas seulement la fin de l'obscurité, c'était le début de tout le reste. Mais comment la vie revient-elle sur une planète qui a été réduite en cendres? La réponse ne vient pas des créatures les plus grandes et les plus fortes, mais des plus humbles et des plus opportunistes. Dans les suites d'un incendie de forêt moderne, la première vie à revenir n'est pas le chêne majestueux ou le pin imposant. Ce sont les petites plantes à croissance rapide que nous appelons souvent les mauvaises herbes. Après la tempête de feu mondiale de l'Apocalypse, la même règle s'appliquait à une échelle planétaire. Les premiers pionniers à reconquérir le monde mort furent les opportunistes ultimes de la planète, un groupe de plantes parfaitement conçues pour une crise, les fougères. Et la preuve de leur prise de contrôle est inscrite dans les roches avec une clarté saisissante. Lorsque les géologues examinent la fine couche de roches qui suit immédiatement la limite KPG, la couche qui marque le début du Nouveau Monde, ils trouvent une abondance massive et mondiale de spores de fougères. C'est ce qu'on appelle le pic de fougères. C'est la preuve définitive que pendant des milliers d'années après l'impact, la Terre était un monde monotone de fougères à l'échelle planétaire. Pourquoi les fougères? Parce qu'elles sont les maîtres de la colonisation. Leurs spores sont microscopiques et presque sans poids, leur permettant de parcourir des milliers de kilomètres portés par le vent
garantissant qu'elles seraient les premières à arriver dans les paysages nouvellement stérilisés. Elles se sont aussi incroyablement résistantes, capables de pousser dans le sol pauvre, en nutriments, et chargées de cendres qui auraient été toxiques pour des plantes plus complexes. Elles n'avaient pas besoin d'un écosystème riche et sain pour survivre. Elles pouvaient créer un écosystème à elles seules. Elles étaient les parfaites premières intervenantes pour une urgence planétaire. Pour Swift, notre jeune survivante, cette transformation n'était pas une théorie géologique, c'était un miracle qui se déroulait sous ses yeux. Des années écoulées après le retour du soleil, le monde était plus lumineux et plus chaud, mais c'était encore un monde de pénurie. Sa vie était une recherche constante et difficile des quelques insectes et graines restants, cachés dans le sol cendreux. Mais un jour, alors qu'elle fouillait près des restes squelettiques d'un grand séquoia, elle a vu quelque chose de nouveau. Une minuscule pousse d'un vert éclatant qui se déroulait hors de la poussière grise. C'était une couleur qu'elle n'avait pas vue depuis sa naissance. Elle s'en est approchée avec précaution, son nez frémissant, reniflant cette étrange nouvelle arrivée. C'était une fougère, un unique et minuscule avant-poste de vie miraculeux. Elle ne le savait pas, mais cette unique pousse verte était un signe que le monde était enfin en train de guérir. Quelques semaines plus tard, elle en a trouvé une autre, puis une douzaine. Au cours des saisons suivantes, une transformation silencieuse et inexorable a commencé. Les pousses vertes uniques sont devenues des parcelles, les parcelles sont devenues des champs, et les champs sont devenus un vaste tapis de fougères basses et d'un vert éclatant qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Le monde gris et mort de cendres et de charbon de bois était lentement, mais sûrement, enseveli sous une couverture de vie nouvelle. L'air, qui pendant si longtemps n'avait senti que la poussière et la pourriture, a commencé à porter un nouveau parfum, l'odeur propre et verte des plantes vivantes. Pour Swift, cette transformation n'était pas seulement un beau spectacle, c'était le signal de son propre salut, car avec le retour des plantes est venu le retour des choses qui les mangent. Le monde des insectes, qui avait été presque anéanti, avait maintenant une nouvelle source de nourriture infinie, et leurs populations ont explosé. Le monde de Swift s'est soudainement rempli de vie à nouveau. Elle a trouvé de grosses chenilles vertes mâchant les frondes des fougères. Elle a trouvé des coléoptères et des sauterelles qui revenaient en grand nombre. Pour une créature qui avait survécu avec des vers gelés et la graine chanceuse occasionnelle, c'était un festin d'une abondance inimaginable. La grande famine était terminée. Sa vie et la vie de sa famille a été transformée. La nourriture était maintenant abondante, facile à trouver. La pression constante, lancinante et déterminante de la famine avait disparu. Elle et son partenaire pouvaient élever des portées plus grandes et en meilleure santé, leur petit corps bien nourri et fort. Ils ne vivaient plus dans un état d'urgence constant. Pour la première fois, il y avait un sentiment de sécurité. La longue et désespérée lutte pour la simple survie était enfin terminée. L'ère de la récupération avait commencé. Ce nouveau monde de fougères n'était pas l'écosystème riche, complexe et diversifié du Crétacé. C'était un paysage simple et monotone, un monde peint dans une seule nuance de vert. Mais il était vivant, et après la vague initiale de fougères, d'autres plantes plus complexes ont commencé leur retour. Les plantes à fleurs, les angiospermes, qui avaient également survécu sous forme de graines dormantes au plus profond du sol, ont trouvé un monde sans concurrence. Elles ont commencé à se diversifier à un rythme incroyable. Un jour, le lointain descendant de Swift aurait pu tomber sur la première fleur, petite et simple, une touche de blanc ou de jaune dans la mer de vert. Une nouvelle couche de complexité, une nouvelle source de nourriture sous forme de nectar et de pollen, revenait au monde. Ce fut le véritable début de l'âge des mammifères. Non pas avec une grande bataille
ou un rugissement triomphant, mais avec une famille silencieuse, humble et bien nourrie de créatures ressemblant à des musaraignes, élevant leurs petits dans un monde vert et sûr. La menace constante de la famine étant levée, ils pouvaient maintenant passer leur temps à faire autre chose que de chercher désespérément de la nourriture. Ils pouvaient explorer, ils pouvaient établir des territoires plus grands, et surtout, ils pouvaient y se reproduire à un rythme qui avait été impossible pendant la longue nuit. La population des survivants mammifères a commencé à enfler. Swift se tient sur une petite colline, regardant un monde qui est né de nouveau. Elle observe ses propres enfants, jouer dans un vaste champ de fougères, sous un soleil chaud et brillant. Ils sont en sécurité, ils sont bien nourris, et ils sont, pour la première fois, totalement sans peur. Le sol ne tremble pas. L'air n'est pas percé par les rugissements de prédateurs géants. Le monde est silencieux, paisible et presque entièrement vide. Les pousses vertes de la reprise s'étaient répandues sur tout le globe. L'ère de la famine était terminée. Pour Swift et les autres survivants mammifères, le monde était devenu un paradis, un monde sans monstres, un monde de ressources infinies, et surtout, un monde de trônes vides. Pour la première fois, en 150 millions d'années, le rôle de l'animal dominant sur Terre était vacant. La plus grande vacance de pouvoir de l'histoire de la vie attendait d'être comblée. La grande famine était terminée, le soleil était revenu, et le monde était à nouveau un tapis de verre luxuriant. Pour les survivants mammifères, c'était le paradis, mais c'était un paradis étrange et silencieux. Pendant 150 millions d'années, la vie sur Terre avait été définie par la présence des dinosaures. Ils étaient dès le moteur de l'écosystème, les architectes du paysage. Chaque plante, chaque insecte, chaque petit mammifère avait évolué en réponse à leur domination. Et maintenant, ils étaient partis. Cela a créé un vide, un silence, à une échelle que la planète n'avait jamais connue. En écologie, on appelle cela des niches écologiques vacantes. Une niche, c'est le travail d'une espèce dans un écosystème. Il y a le travail de grands herbivores, de prédateurs au sommet, de charognards. Dans le monde du Crétacé, tous ces postes étaient occupés par des spécialistes hautement qualifiés. L'impact de l'astéroïde n'a pas seulement tué les dinosaures, il a licencié tous les employés de la planète. Les archives fossiles le montrent avec une clarté brutale. Dans les couches de roches, juste au-dessus de la couche d'impact, il y a un vide de fossiles. Pendant des milliers d'années, il n'y a tout simplement aucune preuve de l'existence d'animaux de grande taille, où que ce soit sur Terre. Le pouvoir avait été abandonné. Et dans ce vide de pouvoir, une nouvelle génération, née après la terreur, allait apprendre ce que c'était que de vivre sans peur. Pour comprendre ce que ce vide signifiait pour les survivants, nous devons retourner à Swift et à sa famille. Elle fait partie de la première génération à grandir dans un monde de lumière et de nourriture abondante. Elle n'a pas les souvenirs traumatisants de ses parents, qui ont vécu l'obscurité et la faim. Son monde est un lieu d'une simplicité et d'une sécurité presque inimaginable. Mais c'est aussi un monde rempli des fantômes des morts, et ces fantômes sont devenus les nouveaux monuments de son paysage. Un jour, Swift et ses frères et sœurs, maintenant de jeunes adultes curieux, s'aventurent plus loin de leur terrier que jamais auparavant. Ils suivent le cours d'une nouvelle rivière qui serpente à travers la mer infinie de fougères. Le monde est une explosion de vie. Des insectes bourdonnent partout. Des papillons aux couleurs vives flottent dans l'air chaud, les premiers depuis des millions d'années. Mais ce qui frappe le plus, c'est le silence. Pas le silence de mort de l'hiver d'impact, mais un silence paisible. Il n'y a pas de bruiteux de pas lourds qui font trembler la terre. Il n'y a pas de rugissements terrifiants qui déchirent de l'air. Puis, ils le voient. Au loin, se dressant hors de la mer de fougères, comme une montagne blanche et morte, se trouve quelque chose d'immense,
une structure plus grande que n'importe quel arbre calciné, plus grande que n'importe quel rocher. Poussé par une curiosité qui l'emporte sur toute peur irritée, il s'approche. C'est le squelette complet et parfaitement conservé d'un Tyrannosaurus Rex, le roi du monde d'avant. La créature est morte debout, peut-être de faim, et s'est finalement effondrée là où elle se tenait. Le temps, le vent et la pluie ont nettoyé ses os, les laissant d'un blanc éclatant sous le nouveau soleil. Pour les ancêtres de Swift, une telle vision aurait été le summum de la terreur. Mais pour Swift et sa génération, ce n'est pas un monstre, c'est une merveille, un objet étrange et fascinant. Ils s'approchent avec précaution. L'échelle est incompréhensible. Le crâne, à lui seul, est plus grand que n'importe lequel d'entre eux. Ses dents, chacune de la taille d'une banane, sont encore plantées dans sa mâchoire, des poignards d'ivoire qui ont perdu leur pouvoir. C'est la relique d'un dieu mort. Et puis, l'un des jeunes frères de Swift fait quelque chose d'impensable, quelque chose qui aurait été un suicide dans l'ancien monde. Il court vers le squelette et commence à grimper sur l'une de ses énormes pattes arrière, utilisant les os comme une échelle. Swift le regarde, le cœur battant, non pas de peur, mais d'une excitation nerveuse. Bientôt, ils grimpent tous sur le géant déchu. Il marche le long de sa colonne vertébrale massive, comme si c'était un pont tombé. Et puis, il découvre le terrain de jeu ultime, la cage thoracique. Ils se glissent entre les côtes colossales, des barres d'os qui créent une sorte de gymnase préhistorique. Ils se poursuivent, chassant et jouant à cache-cache dans le ventre même de la bête, qui aurait autrefois dévoré leurs ancêtres sans même y penser. C'est un moment d'une importance symbolique profonde. Le renversement des rôles est total. Le prédateur au sommet, le tyran du Crétacé, est devenu un terrain de jeu pour les créatures, même qu'il avait maintenues dans la peur pendant des millions d'années. Cette scène, qui se déroule probablement dans des milliers d'endroits à travers le monde, est la déclaration de naissance de l'âge des mammifères. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était un apprentissage. Pour la première fois, nos ancêtres n'étaient bonites plus confinés à l'ombre et à la nuit. L'absence de peur leur a donné la liberté d'explorer pendant la journée, la liberté de s'aventurer en terrain découvert, la liberté de faire du bruit. Cette nouvelle liberté a été le catalyseur de leur propre explosion évolutive. Ils pouvaient maintenant accéder à de nouvelles sources de nourriture que la vie nocturne leur avait interdites. Ils pouvaient les parcourir de plus grandes distances, trouvant de nouveaux territoires et de nouveaux partenaires, enrichissant leur patrimoine génétique. Swift et sa génération étaient les pionniers de ce nouveau monde. Leur curiosité intrépide, née d'une vie sans monstres, était leur plus grand atout. Ils ont exploré les ruines du monde des dinosaures avec l'innocence d'enfants, découvrant un nouveau terrain de jeu. Ils ont appris les secrets de ce monde vide, non pas par peur, mais par curiosité. Ils étaient dans la première génération d'une nouvelle dynastie, une dynastie qui allait hériter d'un royaume vide et le remplir de ses propres créations. Ce que Swift et sa génération expérimentaient, les scientifiques l'appellent la libération écologique. C'est un phénomène connu où, après une extinction de masse, les survivants, libérés de la pression de la concurrence et de la prédation, se diversifient rapidement. Le terrain de jeu des morts était en fait un terrain d'entraînement pour les futurs maîtres de la planète. L'absence de peur n'a pas seulement changé leur comportement, elle a commencé à changer leur corps. Sans la nécessité de rester petits et cachés, ils pouvaient se permettre de grandir. Sans la nécessité d'être des créatures dues de la nuit, leurs sens ont commencé à s'adapter à la vie de jour. Le moteur de l'évolution des mammifères, qui avait tourné au ralenti pendant 150 millions d'années, venait d'être mis à plein régime. Mais le nouveau monde n'était pas entièrement sans danger.
Les trônes des grands prédateurs étaient mis peut-être vides, mais la nature a horreur du vide. Les mammifères n'étaient pas les seuls survivants. Une autre lignée, une branche survivante des dinosaures eux-mêmes, attendait son heure. Et dans ce monde sans roi, ils allaient trop faire leur propre tentative pour s'emparer de la couronne. La paix dans le terrain de jeu des morts était sur le point d'être brisée par un nouveau genre de monstre. Le terrain de jeu des morts était devenu un jardin d'enfants pour une nouvelle dynastie. Libérés de la peur et de la faim, nos ancêtres mammifères, les enfants de l'Apocalypse, ont commencé à explorer et à s'épanouir dans un monde qui leur appartenait. L'absence des dinosaures a été le plus grand cadeau de l'histoire, une opportunité unique de réécrire les règles de la vie sur Terre. Mais le nouveau monde n'était pas entièrement sans danger. Les trônes des grands prédateurs étaient bénis et peut-être vides, mais la nature a horreur du vide. Les mammifères n'étaient pas les seuls survivants. Une autre lignée, une branche survivante des dinosaures eux-mêmes, attendait son heure. Et dans ce monde sans roi, ils allaient faire leur propre tentative pour s'emparer de la couronne. L'astéroïde a anéanti tous les dinosaures non aviaires. C'est un fait. Mais une lignée de dinosaures à plumes, plus petits et plus adaptables, a survécu. Nous les connaissons aujourd'hui sous le nom d'oiseaux. Dans le chaos qui a suivi l'impact, alors que les mammifères se cachaient sous terre, ces survivants aviaires ont également trouvé un moyen de persévérer. Et avec l'extinction du T-Rex et des autres grands carnivores, la niche écologique du prédateur terrestre au sommet était soudainement grande ouverte pour la première fois en 150 millions d'années. L'évolution a commencé à expérimenter. Dans plusieurs endroits du monde, certains de ces oiseaux survivants ont commencé à suivre une nouvelle voie évolutive. Ils ont abandonné le ciel, leurs ailes se sont atrophiées et leurs pattes roumédas sont devenues plus longues et plus puissantes. Ils ont grandi, devenant plus grands et plus redoutables que n'importe quel oiseau que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont devenus les super prédateurs de leur temps, les oiseaux terreurs, des créatures comme le Gastornis en Europe et en Amérique du Nord, un oiseau massif et incapable de voler, de près de 2 mètres de haut, avec une tête énorme et un bec puissant en forme de hache, capable de briser les os. Pendant plusieurs millions d'années, dans ce nouveau monde de l'aube du Cénozoïque, les mammifères n'étaient pas les maîtres. Les vrais rois étaient les descendants des dinosaures, de retour pour se venger. La paix dans le terrain de jeu des morts était sur le point d'être brisée par un nouveau genre de monstre. Retournons à Swift. Une génération a passé. Elle est maintenant la matriarche de sa propre famille. Son monde est un lieu de paix et d'abondance relative. Les forêts de fougères sont luxuriantes et la vie est simple. La peur est un concept qu'elle connaît par les histoires de ses parents. Un conte sur un monde d'obscurité et de géants. Son quotidien n'est pas une lutte pour la survie, mais une exploration curieuse. Mais un jour, alors qu'elle s'aventure dans une nouvelle vallée, elle entend un son qu'elle n'a jamais entendu auparavant. Ce n'est pas le rugissement d'un mammifère. C'est un cri puissant et sec, comme le claquement d'un arbre géant qui se brise, qui résonne à travers la vallée. Instantanément, le monde autour d'elle se tait. Les insectes cessent de bourdonner. Les petits lézards se figent. Un silence primal et craintif s'installe. C'est un silence que ses ancêtres auraient reconnu. Le silence qui précède l'arrivée d'un grand prédateur. Poussé par une curiosité qui l'emporte sur sa prudence, Swift grimpe sur une petite crête rocheuse pour voir la source du son. Le spectacle qui s'offre à elle est si étrange, si contre nature, qu'il faut un moment à son cerveau pour le comprendre. En bas, dans la clairière, se trouve une créature sortie d'un cauchemar. Elle est Berry, plus grande qu'un homme, se tenant sur 2 pattes puissantes comme des troncs d'arbres. Elias est couverte de plumes, épaisses et hirsutes, mais elle n'a pas d'ailes.
juste de petits membres rabougris. Sa tête était massive, armée d'un bec jaune et crochu, aussi grand que la tête de Swift elle-même, un bec semblable à la hache d'un bûcheron. C'est un oiseau, mais c'est un monstre, un oiseau terreur. La créature n'est pas en train de brouter des fougères. Elle se tient au-dessus de la carcasse d'un grand mammifère herbivore, un des lointains cousins de Swift. D'un seul coup puissant de son bec, elle brise l'os de la patte de sa proie avec un bruit de craquement écœurant. Swift est paralysée par la peur, une peur profonde et génétique qu'elle n'a jamais connue. Le monde a de nouveau des monstres. Puis, le pire arrive. La tête massive de l'oiseau terreur se tourne dans sa direction. Ses yeux, petits, brillants et dépourvus d'émotion, se fixent sur elle. Swift était repéré. L'oiseau pousse un autre cri puissant et sec et commence à courir vers elle. Il ne court pas comme un mammifère. Il se déplace avec une vitesse aviaire terrifiante, sa grande tête se balançant de haut en bas, ses pattes puissantes dévorant le sol. La peur brise la paralysie de Swift. Elle se retourne et court, plongeant dans la forêt de fougères, son petit corps se faufilant à travers les tiges épaisses. Elle peut entendre le monstre qui la poursuit, le bruit de son corps massif s'écrasant à travers la végétation. C'est une course pour la vie. L'oiseau terreur est plus rapide en terrain découvert, mais dans la forêt dense, la petite taille de Swift est un avantage. Elle se faufile, vire et change de direction, son esprit inondé d'une seule pensée. Survivre. La créature est sur ses talons. Swift peut sentir le sol trembler sous l'impact de ses pas. Un claquement sec retentit juste à côté de son oreille. Le bec en forme de hache a frappé le sol, là où elle se trouvait quelques instants plus tôt, projetant de la terre et des morceaux de fougère. Dans un dernier élan de désespoir, elle aperçoit une fissure étroite entre deux gros rochers, un espace trop petit pour que le monstre puisse y entrer. Elle plonge tête la première dans l'ouverture, se contorsionnant pour passer, et se retrouve dans une petite poche de sécurité. Elle peut entendre l'oiseau terreur qui rage de l'autre côté, son bec puissant frappant la roche dans sa frustration. Après un moment, le bruit s'estompe. La créature a abandonné. Swift reste dans l'obscurité pendant un long moment, son corps tremblant de manière incontrôlable. Quand elle sort enfin, le monde a changé. Ce n'est plus le terrain de jeu sûr qu'elle connaissait. C'est redevenu un champ de bataille. L'âge de la paix était terminé. L'extinction des dinosaures n'avait pas mis fin à la guerre pour la survie. Elle avait simplement appuyé sur le bouton de réinitialisation. Maintenant, une nouvelle course aux armements évolutifs était sur le point de commencer. D'un côté, les descendants des dinosaures, les nouveaux rois aviaires. De l'autre, nos propres ancêtres, les mammifères, qui devaient maintenant apprendre non seulement à prospérer, mais aussi à se battre. Cette rencontre terrifiante a été un catalyseur. Swift et ses semblables ont appris une nouvelle leçon brutale. La taille et la force comptaient à nouveau. Pour survivre, les mammifères devaient même devenir plus rapides, plus intelligents et plus grands. La pression de cette nouvelle prédation a accéléré leur propre évolution. L'ère des petits mammifères craintifs touchait à sa fin. Forcés de rivaliser avec les nouveaux tyrans, nos ancêtres étaient sur le point de commencer leur propre voyage vers la grandeur. La course pour le trône vacant de la planète Terre venait de commencer pour de bon. La rencontre terrifiante de Swift avec l'oiseau terreur a été un catalyseur. L'âge de la paix était révolu. La course aux armements évolutifs, qui avait été mise en pause par l'extinction des dinosaures, venait de redémarrer avec une violence explosive. D'un côté, les descendants des dinosaures, les nouveaux rois aviaires. De l'autre, nos propres ancêtres, les mammifères, qui devaient maintenant apprendre non seulement à prospérer, mais aussi à se battre pour leur survie. Cette nouvelle pression de prédation, combinée aux innombrables opportunités d'un monde vide,
a déclenché l'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire de la vie, la radiation adaptative des mammifères. La radiation adaptative est un concept fondamental en évolution. C'est ce qui se passe lorsqu'un groupe de survivants, après une extinction de masse, se diversifie rapidement pour remplir toutes les niches écologiques laissées vacantes. Imaginez un atelier vide, autrefois rempli d'outils spécialisés. Après une catastrophe, il ne reste qu'un seul outil simple et polyvalent, comme un couteau suisse. Les nouveaux propriétaires de l'atelier ne se contentent pas d'utiliser ce seul outil. Ils le modifient, l'adaptent, ils le transforment en marteau, en tournevis, en scie. À partir d'un seul modèle de base, ils nous créent une toute nouvelle boîte à outils. C'est exactement ce qui est arrivé à nos ancêtres. Le plan corporel simple et généraliste de la petite créature, ressemblant à une musaraigne qui a survécu à l'apocalypse, était ce couteau suisse. Et dans l'atelier vide du monde post-dinosaure, ses descendants étaient nés sur le point de se transformer en une gamme éblouissante de nouvelles formes. Pour Swift, cette transformation n'était pas un concept abstrait. C'était une question de vie ou de mort. Son retour au terrier, ce jour-là, a changé sa famille pour toujours. La peur était de retour, une peur primale qui s'est inscrite dans leur mémoire collective. Le monde n'était plus un terrain de jeu. C'était redevenu un champ de bataille. Leur comportement a changé presque du jour au lendemain. Ils sont redevenus des créatures plus prudentes, se déplaçant dans les ombres, toujours à l'écoute du cri sec et puissant des nouveaux tyrans. Mais cette peur n'était pas paralysante. C'était une force motrice. Elle les a forcés à devenir plus intelligents, plus rapides et plus ingénieux. Les saisons ont passé, puis les générations. Le monde lui-même continuait de guérir et de changer. Les vastes et monotones forêts de fougères ont commencé à être remplacées par des écosystèmes plus complexes, avec de nouvelles plantes à fleurs et les premiers véritables arbres formant des canopées. Et les descendants de Swift ont changé avec lui. Une lignée a répondu à la menace des oiseaux-terreurs en devenant plus grande. La petite taille avait été un avantage dans le monde de la famine, mais dans un monde avec des prédateurs, la taille est une forme d'armure. Une créature de la taille d'un chat est une proie plus difficile qu'une souris. Nous pouvons imaginer un lointain descendant de Swift maintenant de la taille d'un blaireau, avec une mâchoire plus puissante et un corps plus musclé. Un jour, alors qu'il fouille dans le sous-bois, il est confronté à un prédateur plus petit, peut-être un des premiers mammifères carnivores. Mais au lieu de fuir, il se retourne, ses dents acérées, découvertes, et pousse un sifflement menaçant. Le prédateur, surpris par cette démonstration de force, hésite et bat en retraite. C'était une nouvelle stratégie, ne pas se cacher, mais se défendre. C'était le début de la lignée des mammifères, plus grands et plus robustes. Une autre lignée a choisi la voie opposée. Ils ont répondu à la menace par la vitesse. Alors que les premières prairies commençaient à s'étendre, ces descendants sont devenus des coureurs. Leurs pattes se sont allongées, leurs corps sont devenus plus minces et plus aérodynamiques. Ils ont appris à distancer le danger, à utiliser la vitesse comme leur bouclier. Ils étaient les ancêtres des futurs mammifères des plaines, comme les chevaux et les antilopes. Et une autre lignée a choisi de ne pas se battre du tout, mais de s'échapper dans une toute nouvelle dimension. C'est l'histoire d'un jeune mammifère que nous appellerons Agile, un descendant de la lignée de Swift. Il était plus petit et plus léger que ses cousins, son corps construit pour la rapidité et l'agilité. Un jour, alors qu'il est poursuivi à travers la forêt par un jeune oiseau-terreur, il fait quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de courir en ligne droite ou de chercher un trou dans le sol, il saute. Il saute sur le tronc d'un arbre tombé, court le long de sa longueur, et d'un autre bond puissant, il atterrit dans les branches basses d'un grand arbre à fleurs. Il grimpe, ses griffes acérées, trouvant des prises dans l'écorce. L'oiseau-terreur
incapable de le suivre, crie de frustration en bas. Agile continue de grimper, plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce qu'il atteigne la canopée. Et là, un nouveau monde s'ouvre à lui. C'est un royaume tridimensionnel de branches, de feuilles et de lumière filtrées par le soleil. C'est un monde rempli de nouvelles sources de nourriture, des insectes qu'aucun prédateur terrestre ne peut atteindre, des feuilles tendres et, pour la première fois, des fruits sucrés et riches en énergie. Plus important encore, c'est un monde sûr, loin des haches de bec des oiseaux terreurs et des dents des nouveaux carnivores du sol de la forêt. Agile venait de découvrir une nouvelle niche écologique, un paradis suspendu dans le ciel. Le plan corporel de sa lignée était déjà bien adapté à cette vie. Ses pattes agiles et ses griffes acérées étaient hyènes parfaites pour grimper. Sa longue queue, autrefois utilisée pour l'équilibre au sol, est devenue un gouvernail essentiel pour sauter de branche en branche. Mais le changement le plus important allait se produire dans ses pattes avant. La sélection naturelle a commencé à favoriser un trait qui allait changer l'avenir de la planète, la capacité de saisir. Des pattes qui peuvent s'enrouler autour d'une branche sont bien plus efficaces que de simples griffes. Au fil de milliers de générations, les pattes des descendants d'Agile ont commencé à se transformer. Les doigts se sont allongés. Le pouce a commencé à se séparer des autres doigts, devenant opposable. Il développait des mains. Et avec les mains est venu un nouveau type d'intelligence. Naviguer dans un monde tridimensionnel complexe exige un cerveau capable de juger les distances, de calculer les sauts et de se souvenir de chemins complexes. Leurs yeux ont commencé à se déplacer de chaque côté de leur tête vers l'avant, leur donnant une vision stéréoscopique, une perception de la profondeur cruciale pour la vie dans les arbres. Un cerveau plus gros, des mains agiles et une vision perçante, c'était la naissance des primates. Ce que nous avons vu avec la lignée d'Agile se produisait partout dans le monde, sous des milliers de formes différentes. L'explosion des mammifères était en plein essor, à partir du modèle unique et humble du survivant de l'Apocalypse. L'évolution sculptait une centaine de nouvelles créatures, les mangeurs de plantes, les chasseurs, les grimpeurs, les fouisseurs. L'âge des mammifères n'était pas seulement en train de commencer. Il éclatait de créativité, remplissant chaque recoin du monde vide laissé par les dinosaures. Et chaque nouvelle espèce, chaque nouvelle adaptation était un témoignage de la résilience incroyable de leur ancêtre commun. La petite créature qui avait survécu à la fin du monde, en se cachant dans l'obscurité. La course pour le trône vacant de la planète Terre avait commencé pour de bon. Dans la canopée des nouvelles forêts, une lignée de nos ancêtres développait les mains agiles et la vision perçante qui allait un jour définir les primates. Mais le sol de la forêt, l'ancien terrain de chasse des plus grands prédateurs et herbivores que le monde ait jamais connu, était encore un royaume d'opportunités immenses. Le poste le plus important de l'ancien monde, celui de grand herbivore, était vacant. Pendant 150 millions d'années, ce rôle avait été joué par les tricératops, les edmontosaures et d'autres dinosaures titanesques. Maintenant, ils étaient partis, et l'évolution, dans sa créativité infinie, était sur le point de proposer une nouvelle solution, une solution mammifère. Pendant tout le règne des dinosaures, les mammifères étaient vite et restés petits pour une raison très simple. C'était la seule façon de survivre. Le monde était un piège mortel pour tout ce qui était plus gros qu'un blaireau et qui ne pouvait pas se cacher rapidement. Les dinosaures exerçaient ce que les scientifiques appellent une pression écologique descendante. Leur simple présence créait un plafond évolutif, une barrière invisible qui empêchait les mammifères de grandir. L'astéroïde n'a pas seulement tué les dinosaures, il a brisé ce plafond. Soudain, les freins évolutifs étaient desserrés. Devenir grand n'était plus une condamnation à mort,
C'était une opportunité. Pourquoi devenir grand? Un corps plus grand et plus efficace pour retenir la chaleur. Un avantage dans un monde qui se remettait encore du froid de l'hiver d'impact. Un corps plus grand peut stocker plus de graisse, offrant une réserve d'énergie pendant les périodes de disette. Et surtout, un corps plus grand, avec un système digestif plus grand et plus long, est bien meilleur pour digérer la matière végétale coriace. Les premières fougères pionnières laissaient dar place à des plantes plus complexes. Et pour extraire de l'énergie de ces nouvelles ressources, il fallait une nouvelle sorte de corps. Enfin, la taille était sa propre forme de défense. Dans un monde où les oiseaux terreurs étaient l'art et les nouveaux prédateurs, être trop grand pour être une proie facile était une stratégie de survie efficace. L'évolution a commencé à expérimenter avec la taille. Les fossiles nous racontent cette histoire avec une clarté étonnante. Dans les millions d'années qui ont suivi l'extinction, un groupe de mammifères primitifs, appelés les pantodontes, est apparu. Des créatures, comme le pantolambda, de la taille d'un mouton, étaient mis parmi les premiers des mammifères à atteindre une taille respectable. Ils n'étaient même pas agiles ou gracieux. C'étaient des animaux robustes et puissants, les premiers chars d'assaut mammifères, avec des corps en forme de tonneaux et des pattes courtes et fortes. Ils étaient les pionniers de la vie de grands herbivores. Pour voir cette transformation à une échelle personnelle, nous devons laisser Swift derrière nous et avancer de plusieurs générations dans le futur. Rencontrons l'un de ses lointains descendants. Appelons-le Rock. Rock n'est pas comme ses ancêtres. Il n'est pas une créature craintive et nerveuse de la nuit. Il est de la taille d'un grand cochon. Son corps est une masse de muscles lents et puissants. Il n'a pas les griffes acérées de ses ancêtres grimpeurs. Ses pattes se terminent par des sabots trapus, et ses dents sont complètement différentes. Les dents pointues et acérées, parfaites pour croquer des insectes, ont été remplacées par de larges molaires plates, conçues pour broyer et mâcher des plantes coriaces. Rock est un herbivore. Sa vie est radicalement différente de celle de Swift. Il ne passe pas ses nuits à chasser frénétiquement de petites proies. Il passe ses journées à se déplacer lentement à travers le sous-bois de la forêt luxuriante, broutant. Sa vie est un cycle calme et délibéré de repas. Il utilise sa force non pas pour chasser, mais pour arracher des branches et déraciner des plantes. Il ne se cache pas dans un terrier. Il n'en a plus besoin. Sa taille est sa protection. Quand il entend un bruit dans la forêt, il ne se précipite pas pour se cacher. Il s'arrête, lève sa tête massive et renifle l'air avec une nouvelle sorte de confiance. La confiance de la taille. Un jour, alors qu'il broute dans une clairière, il voit un mouvement. C'est l'un des nouveaux tyrans, un oiseau terreur. Mais il ne s'enfuit pas. Il reste immobile, son corps massif planté fermement sur le sol. L'oiseau terreur le regarde, évaluant sa proie. Rock est bien plus grand que les petites créatures agiles que l'oiseau chasse habituellement. Il représente un combat, un risque de blessure. Après un long moment de face-à-face tendu, l'oiseau pousse un cri frustré et s'éloigne, à la recherche d'une proie plus facile. Rock a gagné, non pas par la vitesse ou l'intelligence, mais par la simple présence de sa masse. Cette nouvelle stratégie, devenir trop grand pour être mangé, a été un succès retentissant. En quelques millions d'années, les descendants de Rock et d'autres herbivores primitifs sont devenus les animaux terrestres dominants. Leurs corps sont devenus de plus en plus grands, atteignant des tailles que leurs ancêtres, de la taille d'une souris, n'auraient jamais pu imaginer. Ils étaient les nouveaux géants. Ils avaient même rempli le vide laissé par les tricératops et les edmontosaures. Mais cette nouvelle dynastie d'herbivores créait une nouvelle opportunité, une nouvelle niche écologique vacante. Le monde avait maintenant de grands herbivores, mais il n'avait pas de grands prédateurs pour les chasser. Les oiseaux terreurs étaient efficaces,
mais ils étaient bornés principalement des prédateurs d'embuscade, chassant des proies plus petites. Il y avait une place vacante pour un nouveau type de tueur, un tueur assez intelligent, assez rapide et assez coopératif pour abattre ces nouveaux géants mammifères. L'évolution est une course aux armements sans fin. La montée des grands herbivores n'était que la première étape. Elle a d'abord créé la pression sélective qui allait donner naissance à leur contrepartie, les grands carnivores. Et ce nouveau tueur n'allait pas venir d'une lignée de reptiles ou d'oiseaux. Il allait venir de la propre famille, de Rock. Une autre branche de la descendance de Swift, une branche qui n'avait pas abandonné la voie du chasseur, était sur le point de répondre à l'appel. La scène finale de ce chapitre se déroule au crépuscule. Rock broute paisiblement à la lisière de la forêt. Le monde est calme. Mais alors, il sent une nouvelle odeur dans le vent. Ce n'est pas l'odeur musquée d'un oiseau-terreur, c'est une odeur différente, une odeur de mammifère, mais c'est l'odeur d'un chasseur. Il entend un bruissement dans les sous-bois. Il lève la tête, ses sens en alerte. Ce n'est pas un seul animal qui bouge. Il peut en entendre plusieurs, se déplaçant de manière coordonnée, l'encerclant. Rock n'est plus le roi incontesté de la clairière. Il est devenu une proie. Son succès évolutif, sa grande taille, vient de créer le besoin de son propre prédateur. Dans l'ombre des arbres, des paires d'yeux brillants l'observent. Ce ne sont pas les yeux d'un reptile. Ce sont les yeux intelligents et calculateurs d'un autre mammifère. L'âge des herbivores géants pacifiques était sur le point de prendre fin. L'âge des grands tueurs de mammifères était sur le point de commencer. La course aux armements évolutive est sans fin. La montée des grands herbivores, les descendants de Rock, a résolu un problème. Comment se défendre contre les oiseaux-terreurs? Mais elle en a créé un nouveau. Un écosystème rempli de grandes proies lentes est un buffet ouvert. Les oiseaux-terreurs étaient mis des prédateurs d'embuscade efficaces, mais ils n'étaient pas conçus pour la poursuite prolongée ou la chasse en meute stratégique. Il y avait un vide au sommet de la chaîne alimentaire. Il y avait un poste vacant pour un nouveau type de tueur. Un tueur assez intelligent, assez rapide et assez coopératif pour abattre ces nouveaux géants mammifères. Et l'évolution, dans sa créativité infinie, était sur le point de pourvoir ce poste. L'évolution a commencé à expérimenter avec une autre lignée de survivants de l'Apocalypse, une branche qui n'avait pas abandonné la voie du chasseur. Ces créatures, qui avaient jamais survécu en chassant des insectes et de petits lézards dans l'ombre, ont commencé à grandir elles aussi, en suivant la piste de leur proie, qui devenait de plus en plus grosse. Au fil de millions d'années, elles sont devenues plus rapides, leurs mâchoires plus puissantes et surtout leur cerveau plus complexe. Elles sont devenues les premiers grands prédateurs mammifères. L'un des groupes les plus réussis de ces premiers tueurs était une famille de créatures appelées les Mésonychidés. Imaginez une créature qui ressemblait à un loup, mais en plus grand et en plus massif, avec une tête énorme remplie de dents conçues pour broyer les os. Mais ils avaient une particularité étrange. Au lieu de pattes avec des griffes, ils avaient des sabots, comme un mouton ou un cerf. C'était des loups à sabots, une expérience évolutive étrange qui a dominé le paysage pendant des millions d'années. Et leur plus grande arme n'était pas leurs dents, mais leur intelligence. Ils ont apporté une nouvelle stratégie sur le champ de bataille, la chasse en meute. Pour voir ce nouveau type de guerre en action, nous devons retourner dans le monde des descendants de Rock. Plusieurs générations ont passé. Les herbivores, de la taille d'un cochon, sont maintenant de la taille de vaches, et ils sont communs. Leur succès a transformé le paysage. Rencontrons Terra, une jeune femelle de cette lignée. Sa vie est paisible. Elle passe ses journées à brouter dans les forêts luxuriantes, se déplaçant avec la confiance tranquille d'un animal qui n'a pas de véritable prédateur. Mais le monde a changé autour d'elle, sans qu'elle s'en aperçoive.
Un soir, alors que le crépuscule peint le ciel de couleurs orange et violettes, Terra broute paisiblement à la lisière d'une forêt. Elle est qu'elle est calme. Mais alors, elle sent une nouvelle odeur dans le vent. Ce n'est pas l'odeur musquée d'un oiseau terreur. C'est une odeur différente, une odeur de mammifère. Mais c'est l'odeur d'un chasseur. Elle lève la tête, ses grandes oreilles tournant pour capter le moindre son. La forêt est devenue silencieuse, trop silencieuse. L'instinct, un avertissement hérité de ses lointains ancêtres qui se cachaient dans des dinosaures, lui crie que quelque chose ne va pas. Puis, elle les voit. Des ombres se détachant des arbres à la lisière de la clairière. Ce ne sont pas les prédateurs solitaires auxquels elle est habituée. C'est une meute, 5 silhouettes sombres, basses sur le sol, se déplaçant avec une coordination silencieuse et mortelle. Ce sont les Mésonichidés. Le chef de la meute, un mâle massif avec des cicatrices sur le museau, s'avance dans la clairière, ses yeux intelligents fixés sur Terra. Terra n'est pas une proie facile, elle est grande et puissante. Elle baisse la tête, un grognement sourd montant de sa poitrine, une démonstration de force qui aurait fait fuir la plupart des prédateurs. Mais la meute n'est pas intimidée. Ils se déploient, formant un demi-cercle, coupant sa retraite vers la forêt dense. Ce n'est pas une charge chaotique, c'est un plan. La chasse commence. Ce n'est pas une course effrénée, c'est un test, une guerre psychologique. 2 membres de la meute se précipitent, feignant une attaque sur son flanc gauche. Terra se tourne pour leur faire face, sa masse étant sa seule arme. Au moment où elle se tourne, 2 autres membres de la meute attaquent Diark par la droite, mordant ses jarrets avec leurs dents puissantes. La douleur est fulgurante. Elle se retourne à nouveau, essayant de piétiner ses tourmenteurs, mais ils sont trop rapides, trop agiles. C'est une danse mortelle. La meute la harcèle, la mord, l'obligeant à tourner en rond, à dépenser une énergie précieuse. Il ne tente pas de porter le coup fatal, pas encore. Il l'épuise, il teste ses défenses, cherchant une faiblesse. C'est une chasse de stratégie, d'intelligence. Le chef de la meute observe depuis une courte distance, dirigeant l'attaque avec des changements subtils de posture, une chorégraphie de mort. Terra se bat avec la fureur d'un animal acculé. Elle réussit à donner un coup de pied à l'un des attaquants, l'envoyant rouler avec un jappement de douleur. Mais un autre prend immédiatement sa place. Ils sont implacables. Après ce qui semble être une éternité, la force de Terra commence à décliner. Sa respiration devient un halètement, rauque. Ses mouvements deviennent plus lents. La perte de sang de ses multiples blessures commence à la rendre étourdie. Le chef de la meute voit cela. Il sait que le moment est venu. Il pousse un hurlement court et sec, le signal de l'attaque finale. Il ne charge pas directement Terra. Il fait une feinte, se précipitant vers sa tête comme pour l'attaquer de front. C'est une tactique de diversion. Alors que Terra lève la tête pour affronter le chef, un autre membre de la meute, le plus grand après le chef, surgit de l'ombre et s'attaque à sa patte arrière. Il ne se contente pas de mordre. Il s'accroche, ses mâchoires broyeuses de d'os se refermant sur le tendon. Terra pousse un cri de douleur et d'agonie. Sa patte cède, elle s'effondre sur le sol avec un bruit sourd qui fait trembler la terre. Elle est immobilisée. La bataille est terminée. La meute se rapproche, silencieuse maintenant, et met les fin à ses souffrances. Cette scène, brutale et tragique, se répétait dans les forêts et les plaines du Nouveau Monde. Ce n'était pas seulement la mort d'un seul animal, c'était la naissance d'un nouvel ordre mondial. Le règne des oiseaux terreurs solitaires touchait à sa fin. L'âge des grands prédateurs mammifères, intelligents et coopératifs, venait de commencer. La montée de ces nouveaux tueurs a déclenché une nouvelle vague de changements évolutifs. Les herbivores, comme les descendants de Terra, ont dû devenir encore plus grands pour se défendre. Ils ont dû devenir plus rapides,
pour distancer les meutes, et ils ont dû devenir plus intelligents pour déjouer les stratégies de leurs nouveaux ennemis. La guerre pour la domination de ce nouveau monde n'était pas terminée. Elle venait juste d'entrer dans une nouvelle phase, plus rapide et plus intelligente. Et dans cette course aux armements sans fin, une lignée de mammifères, celle qui avait choisi les arbres comme refuge, était sur le point de commencer un voyage qui la mènerait dans une direction complètement différente, loin des batailles sanglantes du sol de la forêt. La guerre pour la domination du Nouveau Monde était entrée dans une nouvelle phase, plus rapide et plus intelligente. Au sol, une course aux armements évolutifs brutale opposait des herbivores de plus en plus grands et des prédateurs en meute de plus en plus astucieux. Le sol de la forêt était redevenu un champ de bataille dangereux. Pour de nombreux mammifères, la réponse à cette escalade était de devenir plus grand, plus fort ou plus rapide. Mais une lignée de survivants, une branche de la descendance de Swift, a choisi une voie radicalement différente. Ils n'ont pas choisi de se battre, ils ont choisi de fuir, non pas en courant plus vite, mais en s'échappant vers le haut dans une nouvelle dimension qui était restée largement inexploitée, la canopée. Le monde des arbres avait lui-même été complètement transformé. Après l'extinction, les forêts de fougères primitives avaient laissé place à un nouveau type de forêt, dominé par les plantes à fleurs, les angiospermes. C'étaient dans les ancêtres de nos forêts modernes, des écosystèmes complexes et à plusieurs niveaux, avec un sous-bois dense, des arbres de taille moyenne et une canopée imposante qui formait un toit vert au-dessus du monde. Ce nouveau monde tridimensionnel n'était pas seulement une structure, c'était un royaume d'opportunités. Il offrait une protection contre les nouveaux prédateurs terrestres. Il offrait une abondance de nouvelles sources de nourriture, comme les feuilles tendres, les fleurs, le nectar et surtout les fruits, de petites bombes d'énergie sucrée. Pour les mammifères qui pouvaient trouver un moyen d'atteindre ce paradis suspendu, c'était une chance d'échapper à la guerre sanglante qui se déroulait en bas. Rencontrons un lointain descendant de Swift, appelons-le Leap. Il n'est pas grand et puissant comme ses cousins herbivores. Il a conservé la petite taille et l'agilité de ses ancêtres de l'Apocalypse. Son corps était léger, ses sens sont vifs, et il vit dans un état de vigilance constante. Sa vie au sol est une série d'esquives et de fuites. Chaque jour, il doit éviter les griffes des petits carnivores et les sabots des grands herbivores. Un jour, alors qu'il cherche des insectes près des racines d'un arbre géant, il se retrouve face à face avec un prédateur. C'est l'un des nouveaux chasseurs, un créodon, une créature ressemblant à une hyène, avec des mâchoires puissantes. Leap n'a aucune chance dans un combat direct. Il fait la seule chose qu'il peut faire. Il se précipite vers l'arbre le plus proche et, dans un élan de pure terreur, il commence à grimper. Ses griffes acérées s'enfoncent dans l'écorce et il grimpe frénétiquement, le prédateur jappant de frustration à la base du tronc. Il ne s'arrête pas avant d'avoir atteint les premières branches, son petit cœur battant à tout rompre. En sécurité, il regarde le prédateur en bas, qui finit par abandonner et s'éloigner. Et puis, un nouveau sentiment remplace la peur, la prise de conscience. Ici, dans les branches, il est en sécurité. Le sol est un monde de mort. L'arbre est un monde de vie. Il regarde autour de lui. Les branches sont des autoroutes menant à un festin. Il voit des insectes qu'il n'a jamais vus auparavant, des bourgeons de feuilles de tendre, et, dans une branche supérieure, une grappe de petits fruits baies rouges brillants. Il a découvert une nouvelle façon de vivre. La lignée de Leap, poussée par la pression constante de la prédation en bas et l'attrait de la sécurité et de l'abondance en haut, a commencé à passer de plus en plus de temps dans les arbres. Ils sont devenus arboricoles, mais la vie dans les arbres présente son propre ensemble de défis, et ces défis ont commencé à sculpter leur évolution d'une manière profonde et durable. Le premier et le plus grand défi est de ne pas tomber.
Pour un animal terrestre, le sol est une surface bidimensionnelle simple. La canopée est un labyrinthe tridimensionnel complexe, plein de vides dangereux. Pour y naviguer, il faut des adaptations spécialisées. La sélection naturelle a commencé à favoriser les individus dotés de la meilleure adhérence. Les griffes étaient bien utiles, mais elles n'étaient pas suffisantes. Une nouvelle solution a commencé à émerger. Au fil de milliers de générations, les pattes des descendants de l'hippe ont commencé à changer. Les doigts se sont allongés. Les coussinets au bout des doigts sont devenus plus sensibles, capables de sentir la texture de l'écorce. Et surtout, le premier doigt, l'équivalent de notre pouce, a commencé à se séparer des autres, à devenir mobile, capable de s'enrouler autour d'une branche dans la direction opposée. C'était la naissance de la main préhensile. C'était l'invention de la prise. C'était une innovation révolutionnaire, une clé polyvalente qui allait un jour permettre à leurs descendants de fabriquer des outils et de changer le monde. Le deuxième défi est de se déplacer avec précision. Sauter de branche en branche est une manœuvre à haut risque. Un mauvais calcul d'un centimètre peut signifier une chute mortelle. Pour les animaux dont les yeux sont sur les côtés de la tête, la perception de la profondeur est faible. La sélection naturelle a favorisé une autre adaptation radicale. Les yeux de nos ancêtres ont commencé à migrer lentement des côtés de leur crâne vers l'avant. Ce chevauchement des champs de vision a créé quelque chose de nouveau. La vision stéréoscopique, la vision 3D. Pour la première fois, ils pouvaient donc juger les distances avec une précision incroyable. Le monde a gagné une troisième dimension. Ils pouvaient y voir non seulement où se trouvait la prochaine branche, mais aussi à quelle distance elle se trouvait. Cette nouvelle vision a fait d'eux des acrobates de la canopée, capables de se déplacer avec une vitesse et une confiance que leurs ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Le troisième défi est la puissance de calcul. La vie dans les arbres exige un cerveau beaucoup plus sophistiqué. Il doit traiter le flux constant d'informations provenant des nouvelles mains agiles et des nouveaux yeux 3D. Il doit créer des cartes mentales complexes du labyrinthe de la canopée en se souvenant des emplacements des meilleurs arbres fruitiers et des itinéraires les plus sûrs. Il doit coordonner des mouvements complexes et précis, calculant la physique d'un saut en une fraction de seconde. La pression de la vie arboricole a favorisé des cerveaux plus grands et plus complexes, des mains agiles, des yeux tournés vers l'avant et un cerveau plus gros. C'était la boîte à outils des primates. C'était l'ensemble d'adaptations qui allait définir notre lignée pour les 60 millions d'années à venir. Ce petit mammifère, qui avait grimpé à un arbre pour échapper à un prédateur, avait involontairement mis sa lignée sur une nouvelle voie évolutive. Une voie qui valorisait l'agilité plutôt que la force, la ruse plutôt que l'armure, et l'intelligence plutôt que la taille. Alors que leurs cousins au sol devenaient de plus en plus gros, s'engageant dans une course aux armements de muscles et d'os, nos ancêtres dans les arbres suivaient une voie différente. Ils investissaient dans le tissu neuronal. Ils perfectionnaient l'art de la manipulation et de la perception. Ils ne se battaient pas pour le trône du monde terrestre. Ils créaient donc leur propre royaume dans le ciel. Ils ne le savaient pas, mais en échappant aux batailles sanglantes du sol de la forêt, ils étaient en train de développer les outils, même qui, un jour lointain, permettraient à leurs descendants de descendre des arbres et d'hériter non seulement de la forêt, mais de la planète entière. Pendant que les primates naissants conquéraient leur nouveau royaume dans les arbres, développant l'intelligence et l'agilité qui allaient un jour définir notre propre lignée, une autre bataille se déroulait au sol, la course aux armements entre les herbivores de plus en plus grands et les prédateurs en meute de plus en plus astucieux, façonnait un nouveau monde de vitesse et de puissance. Mais dans le chaos créatif qui a suivi l'extinction des dinosaures,
l'évolution ne s'est pas contentée de remplir les anciens postes vacants. Elle a commencé à inventer des rôles entièrement nouveaux, à pousser la vie dans des directions radicales et inattendues. L'une de ces expériences, peut-être la plus audacieuse de toutes, n'a pas eu lieu sur Terre, mais dans l'eau. Pour comprendre à quel point cette transition a été extraordinaire, il faut se rappeler que la vie elle-même est née dans l'océan. Pendant des milliards d'années, c'était le seul foyer de la vie. La conquête de la terre ferme a été l'une des plus grandes réussites de l'évolution. Alors, pourquoi, après avoir lutté pendant des millions d'années pour s'adapter à la vie sur Terre, une lignée de mammifères déciderait-elle de faire demi-tour et de retourner à la mer? La réponse est simple, l'opportunité. Les océans post-apocalyptiques étaient aussi vides que les continents. Les grands reptiles marins, les mosasaures et les plésiosaures, qui avaient terrorisé les mers du Crétacé, avaient disparu. Les océans qui se remettaient bien lentement regorgeaient de poissons et d'autres formes de vie marine. Mais il n'y avait pas de grands prédateurs au sommet pour les chasser. C'était la plus grande niche écologique vacante de la planète. C'était un buffet à volonté, sans personne pour le manger. Et l'évolution, toujours opportuniste, était sur le point d'envoyer un candidat improbable pour postuler à ce poste. La preuve de cette transition incroyable a été découverte non pas dans l'océan, mais dans les montagnes du Pakistan et de l'Inde. Là, les paléontologues ont trouvé le squelette d'une créature de 50 millions d'années, appelée Pachycetus. À première vue, il ressemblait à une sorte de loup ou de chien à longues pattes. Il avait un museau plein de dents acérées, et son corps était clairement adapté à la course sur Terre. Rien ne criait « ancêtre de la baleine », mais il avait un secret, une minuscule signature anatomique cachée au plus profond de son crâne. C'était un os de l'oreille interne, la bulle tympanique. Sa forme était unique, une structure épaisse et en forme de S que l'on ne trouve que chez un seul groupe d'animaux dans toute l'histoire de la vie. Les cétacés, la famille qui comprend les baleines et les dauphins. C'était le smoking gun, la preuve irréfutable que cette créature terrestre ressemblant à un loup était l'un des tout premiers pas sur le long chemin évolutif qui allait ramener les mammifères tôt à la mer. Mais comment une créature terrestre apprend-elle à vivre dans l'eau? Pour comprendre ce premier pas hésitant, nous devons retrouver un autre descendant de Swift. Il ne vit pas dans les forêts profondes comme ses cousins herbivores, ni dans la canopée comme ses parents primates. Il vit dans un nouveau type d'environnement, un monde entre deux mondes, un estuaire côtier chaud et marécageux. Sa vie est difficile, la compétition sur Terre était devenue féroce. La nourriture est abondante, mais chaque repas est une bataille. Il doit rivaliser avec d'autres mammifères de taille moyenne et éviter les nouveaux prédateurs qui sont devenus de plus en plus efficaces. Mais chaque jour, il voit une source de nourriture largement inexploitée. L'estuaire lui-même regorge de poissons lents et faciles à attraper qui nagent dans les eaux peu profondes. L'eau représente une opportunité, mais c'est aussi un lieu de peur. Comme la plupart des mammifères terrestres, il a une aversion instinctive pour l'eau profonde. Poussé par la faim, il commence à faire de petites incursions dans ce nouveau monde. Au début, il reste juste sur le bord, guettant les poissons qui s'approchent de trop près. Puis, un jour, il s'aventure dans l'eau jusqu'aux genoux, pataugeant maladroitement. C'est une sensation étrange, la poussée de l'eau contre ses pattes, la façon dont elle déforme la lumière. Il essaie d'attraper un poisson avec ses pattes, mais ils sont trop rapides. Il essaie de les mordre, mais il est maladroit, sa tête étant conçue pour chasser en l'air, pas sous l'eau. Il échoue, encore et encore. Mais l'évolution est un processus d'essai et d'erreur. Une petite variation, une légère différence, peut être la clé. Dans sa lignée, certains individus avaient un museau légèrement plus long et plus fin. Dans l'eau, ce museau plus long leur permettait de claquer des mâchoires plus rapidement
comme une paire de pinces, leur donnant un petit avantage pour attraper les poissons glissants. La sélection naturelle a commencé à favoriser ce trait. Au fil de milliers de générations, le museau de ses descendants s'est allongé. Leurs dents se sont transformées, passant des molaires de broyage à des pointes simples et acérées, parfaites pour saisir et retenir une proie qui se débat. Leur corps a également commencé à changer. Plus ils passaient de temps dans l'eau, plus la sélection naturelle favorisait les adaptations aquatiques. Des corps plus profilés pour réduire la traînée, une fourrure plus dense pour l'isolation, des pattes arrière qui devenaient même plus grandes et plus puissantes, agissant comme des pagaies. Ils n'étaient dit plus des animaux terrestres qui visitaient le lot. Ils devenaient des animaux aquatiques qui ne revenaient mis sur terre que pour se reposer et mettre bas. Notre créature, l'un de ses descendants en transition, passe maintenant la plupart de sa journée dans l'eau. Il est devenu un chasseur amphibie compétent. Mais l'eau est un monde dangereux. Un jour, alors qu'il poursuit un banc de poissons dans une partie plus profonde de l'estuaire, une ombre surgit des profondeurs troubles. C'est un grand crocodile, un autre survivant de l'Apocalypse, un ancien roi des voies lipésuées navigables qui n'a pas abandonné son trône. Le crocodile charge, ses mâchoires puissantes s'ouvrant pour l'avaler. Le mammifère, dans un éclair d'agilité terrestre, se tord et se retourne sous l'eau. Le crocodile, moins maniable, le manque de peu. Une poursuite terrifiante s'ensuit. Le crocodile est plus puissant dans l'eau, mais le mammifère est des plus agiles et, surtout, il a un avantage que le reptile à sang-froid n'a pas, l'endurance. Son métabolisme de mammifère à sang chaud lui permet de maintenir un effort intense plus longtemps. Il nage pour sa vie, se tordant et se retournant, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la sécurité des eaux peu profondes, où le grand reptile ne peut pas le suivre. Haletant sur la rive, il a appris une autre leçon. L'océan offre de grandes récompenses, mais il comporte aussi de grands dangers. Pour vraiment conquérir ce nouveau royaume, sa lignée devrait s'engager pleinement. Elle devrait abandonner complètement la terre, et c'est ce qu'ils ont fait. Au cours des 10 millions d'années qui ont suivi, les descendants de cette créature, ressemblant à un loup, ont plongé de plus en plus profondément dans la vie aquatique. Leurs narines se sont déplacées de l'avant de leur museau vers le sommet de leur tête, devenant un évent. Leurs pattes avant se sont transformées en nageoires pour la direction. Et leurs pattes arrière, devenues inutiles, ont disparu, ne laissant que de minuscules os vestigiaux enfouis au plus profond de leur corps. Leur colonne vertébrale s'est adaptée pour se déplacer non pas d'un côté à l'autre comme un poisson, mais de haut en bas, un héritage du galop de leurs ancêtres terrestres. Ils sont devenus des créatures entièrement de l'océan. Ils sont devenus les premières baleines. L'histoire de l'évolution des baleines est peut-être le plus grand témoignage de la puissance créatrice de l'extinction. Elle montre qu'un événement apocalyptique ne se contente pas de détruire. Il crée des opportunités si vastes qu'il peut inspirer les transformations évolutives les plus radicales. L'humble créature terrestre, qui avait survécu à la fin du monde en se cachant de la mort venue du ciel, avait donné naissance à une lignée qui allait conquérir un tout nouvel empire. Et dans cet empire bleu sans limite, ses descendants allaient atteindre des tailles qui feraient paraître les puissants dinosaures petits en comparaison. L'âge des mammifères n'était pas seulement en train de conquérir la Terre, il était en train de conquérir le monde. L'âge des mammifères n'était pas seulement en train de commencer, il battait son plein. L'explosion de créativité évolutive qui a suivi l'Apocalypse avait rempli chaque coin du monde. Les descendants de l'humble survivant de l'impact avaient conquis la planète. Sur Terre, de nouveaux géants herbivores parcouraient dans les plaines, traqués par de nouveaux prédateurs intelligents et coopératifs. Dans les océans, une lignée audacieuse était de retourner à la mer
pour devenir les ancêtres des plus grands animaux qui aient jamais vécu. Et dans les arbres, une autre lignée perfectionnait un ensemble d'outils qui allaient changer le monde pour toujours. L'histoire de la reprise était presque terminée. Maintenant, l'histoire de notre propre avènement était sur le point de commencer. Sur les millions de nouvelles formes de mammifères qui ont évolué dans le monde post-dinosaure, une lignée était sur une voie très spéciale. C'étaient les primates, les descendants d'Agile, la créature qui avait fui la terreur du sol forestier pour trouver refuge dans la canopée. Pendant des millions d'années, ils ont prospéré dans ce royaume tridimensionnel. Leur corps et leur esprit ont été façonnés par les exigences de la vie dans les arbres. Leurs mains sont devenues des instruments de manipulation d'une précision exquise. Leurs yeux tournés vers l'avant leur ont donné une perception du monde en 3D d'une clarté inégalée. Et leur cerveau, constamment mis au défi par la complexité de la navigation dans la canopée, est devenu de plus en plus grand et de plus en plus puissant. Pendant un temps, il a semblé que ce serait leur destin, être à jamais les rois agiles de la cime des arbres. Mais la planète Terre n'est jamais statique. Le monde a changé, à nouveau. Après la chaleur intense de l'ère post-impact, le climat mondial a commencé à se refroidir et à s'assécher. En Afrique, le berceau de notre lignée, ce changement a eu une conséquence profonde. Les vastes forêts tropicales, luxuriantes, ont commencé à reculer, à se fragmenter. À leur place, un nouvel écosystème s'est étendu. La savane, une mer infinie d'herbes hautes, parsemée de bouquets d'arbres isolés. Pour nos ancêtres primates, ce fut une crise existentielle. Leur royaume d'arbres, leur autoroute verte dans le ciel, était en train de disparaître. Les distances entre les îlots de forêt devenaient de plus en plus grandes. Pour trouver de la nourriture, pour trouver des partenaires, ils devaient bon faire quelque chose que leurs ancêtres n'avaient pas fait depuis des millions d'années. Ils devaient descendre au sol. Le sol, l'ancien monde de la peur, était redevenu une nécessité. Ce n'était pas une décision consciente, c'était une nécessité imposée par un monde en mutation. Nous pouvons imaginer un de ces premiers hominidés, un ancêtre lointain, debout à la lisière de sa forêt qui rétrécit. Il regarde la savane ouverte, un lieu de danger inconnu, rempli de nouveaux prédateurs comme les grands félins à dents de sabre. La peur est une mémoire génétique profonde, mais la faim est une force plus puissante. Poussé par la nécessité, il descend de son arbre et fait ses premiers 2 pas hésitants dans la mer d'herbe. Cet acte a déclenché la dernière et la plus importante transformation de notre histoire évolutive. Sur la savane, les règles étaient différentes. Grimper n'était plus la compétence la plus importante. La compétence la plus importante était de voir par-dessus les hautes herbes pour repérer la nourriture et le danger au loin. La sélection naturelle a commencé à favoriser une nouvelle posture. Les individus qui pouvaient se tenir un peu plus droit, se soulevant sur leurs pattes arrière, avaient un avantage de survie. Ils pouvaient te voir plus loin. Lentement, sur des millions d'années, cette posture était devenue permanente. Leurs bassins ont changé de forme. Leurs colonnes vertébrales se sont redressées. Ils sont devenus bipèdes. Ils marchaient donc sur 2 jambes. Ce changement a libéré leurs mains. Les mains qui avaient été perfectionnées pour saisir les branches étaient maintenant libres. Libres de porter de la nourriture. Libres de porter des nourrissons. Et surtout, libres de porter et d'utiliser des outils avec une sophistication que le monde n'avait jamais vue. Les outils de leurs ancêtres étaient une extension de leur corps. Les outils de ces nouveaux hominidés allaient devenir une extension de leur esprit. L'intelligence qui avait été développée pour naviguer dans le labyrinthe tridimensionnel des arbres était maintenant appliquée aux défis bidimensionnels de la savane. Ils ont utilisé cette intelligence pour former des groupes sociaux plus complexes, pour chasser en coopération,
et pour commencer le long voyage qui les mènerait à la conscience de soi. C'est ici que l'histoire de Scurry et l'histoire de l'humanité se rejoignent enfin en une seule. De notre point de vue moderne, la distance entre une petite musaraigne se cachant d'un T-Rex et un humain contemplant les étoiles semble infinie. Mais c'est une ligne ininterrompue. L'histoire de notre existence est une chaîne de survie qui s'étend sur 66 millions d'années. Scurry, notre survivant de l'apocalypse, a transmis sa résilience à Swift, l'enfant de l'aube. Swift a transmis sa curiosité à Agile, le pionnier des arbres. Agile a transmis ses mains agiles et ses yeux perçants à l'hominidé qui s'est redressé pour la première fois sur la savane. Et cet hominidé nous a transmis tout cet héritage, un cadeau accumulé sur des éons de luttes et de triomphes. L'existence même de notre monde, de notre civilisation, de notre conscience, est un paradoxe cosmique. Elle est née de l'événement le plus destructeur de l'histoire de la vie. L'impact de l'astéroïde a été une apocalypse, un acte de violence planétaire si extrême qu'il a anéanti les 3/4 de toutes les espèces. Ce fut la fin d'un monde, mais sans cette fin, le monde des dinosaures, stable et dominant, aurait continué. Le plafond évolutif qui a maintenu nos ancêtres petits et craintifs pendant 150 millions d'années ne se serait jamais brisé. L'âge des mammifères n'aurait jamais commencé. L'intelligence des primates ne serait jamais née. Nous ne serions pas là. La mort de leur monde n'était pas seulement une fin, c'était la condition préalable et nécessaire à la naissance d'une autre. L'astéroïde, dans sa fureur destructrice, n'était pas seulement un tueur, c'était un créateur, c'était le grand réinitialisateur, la force chaotique qui a anéanti un chef-d'œuvre évolutif pour laisser une toile vierge à un autre. Nous sommes les enfants du cratère, les héritiers d'une apocalypse. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, que vous contemplerez les étoiles et que vous vous interrogerez sur notre place dans l'univers, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous qu'à un moment donné, une de ces étoiles est tombée. Souvenez-vous du feu, de l'obscurité et du froid. Et souvenez-vous de la petite créature terrifiée, pas plus grosse que votre main, qui a survécu à la fin du monde en se cachant dans la terre. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons jamais été, et tout ce que nous serons jamais, a commencé dans ce moment de survie improbable. L'histoire de Scurry est terminée. L'histoire de nous, ses descendants miraculeux, est celle que nous écrivons aujourd'hui.